Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Sonia. Salut Justine. Comment tu vas ? Écoute, je vais très très bien. Je te remercie pour l'invitation. J'ai hâte de papoter avec toi sur le podcast. Mais c'est moi qui te remercie en fait d'être avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de te recevoir. C'est vraiment un grand honneur pour moi de t'avoir dans le micro aujourd'hui. Sans plus attendre, moi je sais absolument qui tu es, mais peut-être que les auditeurs, auditrices ne savent pas encore, quoique quand même. Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je suis Sonia Lerambourg, je suis consultante en gestion d'entreprise et je suis également business manager chez The Bee Boost, donc souvent c'est de là qu'on me connaît. Donc pour présenter très rapidement les deux casquettes, la casquette en tant que business manager chez The Bee Boost, je travaille en fait en opérationnel. Business manager, ça consiste en fait en de la gestion de projet, du management principalement. Et puis, bien sûr, il y a tout un tas de tâches qui tournent autour, mais principalement, la mission, elle est là. Et à côté de ça, j'ai quand même aussi mon business dans lequel, en fait, j'accompagne les entrepreneurs, principalement des entrepreneurs solo ou des entrepreneurs qui sont vraiment en train de croître, hein, qui passent vraiment d'un système, justement, solopreneur vers un système un peu plus entreprise, on va dire, où il y a des recrutements à faire, etc. Donc, je les accompagne vraiment dans cette transition sur tout un tas d'aspects en fonction des besoins. Il y a le côté, justement, gestion de projet. Il y a le côté aussi recrutement, management, délégation, gestion des finances, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur proposer une restructuration pour venir soutenir la croissance. Parce que voilà, c'est souvent quand les clients viennent me voir, ils sont ce qu'on appelle en pleine crise de croissance. Et donc, voilà, je les aide à passer cette crise, à restructurer, mettre les choses en place de manière à ce que ça se passe au mieux. Voilà. Ok, trop cool. Comme tu viens de le dire, aujourd'hui, on va essentiellement parler de délégation, de recrutement, donc tes deux sujets de prédilection. On va y aller gaiement, on va y aller droit au but, mais d'abord, comment est-ce que tu es arrivé à faire ce métier-là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises, c'est absolument ça que je veux faire, je veux aider les entrepreneurs là-dedans ? Est-ce que c'est parce que tu t'es toi-même posé ce genre de questions en amont ? Tu t'es dit, si j'ai besoin, quelqu'un d'autre aura besoin, et raconte. Oui, c'est tout un parcours en effet qui m'a amenée ici. En fait, j'ai commencé à entreprendre en 2016. Alors, entreprendre, c'est un gros mot à l'époque parce que j'avais même pas conscience de l'entrepreneuriat, du freelancing, etc. Okay. En fait, à l'époque, j'étais en voyage avec mon mari. On voyageait en fait en voilier et lui était ingénieur. Donc, en fait, par défaut, en partant, il s'est dit tiens, je vais ouvrir ma petite micro-entreprise et je vais créer des sites web. Okay. Le truc ultra classique. Et moi, de mon côté, j'étais prof de français et prof de français langue étrangère. Donc, je m'étais dit très bien, j'enseignerai le français sur la route. Et en fait, j'ai commencé à vouloir l'aider à créer des devis, etc. Mais très vite, je me suis rendu compte que pour créer un devis sur la création d'un site web, il faut aussi connaître un petit peu. Donc, j'ai commencé à me former. Okay. Et en fait, j'ai commencé à découvrir tout cet univers du freelancing, de la création de sites web, du web design. J'ai commencé à me former sur tout ça. De là, j'ai commencé à découvrir tout ce qui était marketing en ligne, réseaux sociaux, etc. Donc, j'ai vraiment découvert cet univers. Je me suis de plus en plus formée. Et donc, j'ai fait tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'appelle ça, j'étais un peu freelance fourre-tout. C'est-à-dire que je me formais sur tout. Et donc, je proposais des prestats en créatif web, en web design, en rédaction, en réseaux sociaux, etc. Okay. Donc, il y a eu plein de choses comme ça, mais ça a été très, très formateur. Hein, et du coup, à l'époque, j'étais pas du tout, positionnée, persona, tout ça. Évidemment, c'était vraiment pas encore en place. Mais c'était formateur. Donc, ça a duré à peu près 2 ans. Et en 2018, j'ai monté pas mon podcast. Le lapsus. Le lapsus. Oui, je veux faire un podcast cette année. Viens, Sonia, viens.
J'ai monté mon blog. À mon tour, j'avais envie aussi de parler des choses, j'avais envie de partager finalement ce que je faisais au quotidien. Et donc, comme à l'époque, on voyageait, on était digital nomade, eh bien, j'ai créé un blog autour du digital nomadisme. Blog que j'ai monétisé, j'ai fait du coaching, de la formation, etc. Ça marchait plutôt bien. Et c'était en 2019, donc le blog a duré bien un an et demi. Fin 2019, j'étais plus du tout alignée avec rien. C'est-à-dire que j'avais d'un côté mes prestations en freelance, de l'autre, j'avais mon blog. Mais tout ça était un peu du gloubi-boulga. Il n'y avait rien qui était vraiment travaillé, réfléchi, positionné, etc. Et je me reconnaissais de moins en moins, on va dire, dans le blogging. J'aimais pas trop le fait d'être toujours mis en avant, de devoir faire des stories, de devoir raconter ma vie, surtout sur le digital nomadisme, c'était beaucoup de lifestyle. Et j'étais de moins en moins à l'aise, en fait, à l'idée de montrer ma vie. Je n'aimais pas trop ça. Donc, en septembre 2019, j'ai tout arrêté. Mais vraiment tout. J'ai mis un stop sur toutes les activités. J'avais un peu d'argent de côté, bien sûr, pour me permettre d'avoir quelques mois on va dire, de respiration. Ouais. Et là, en fait, je me suis vraiment questionnée sur qu'est-ce que je veux faire, pour qui, pourquoi, comment, quand, quel type d'offre, etc. Et ça a donné en fait, je veux être assistante. Parce que c'est quelque chose que je faisais déjà auprès de certains clients. Parce que voilà, de fil en aiguille, quand on est freelance for tout, on se retrouve à faire plein de choses. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais avec ce client-là, c'est ce qui me faisait le plus vibrer. Donc, en 2019, je me suis reconvertie en tant qu'assistante. Et très vite, en fait, d'assistante, je suis passée à, on va dire, un peu bras droit. Et de bras droit, vraiment, je me suis repositionnée en tant que business manager. Donc, en fait, c'est à partir du moment où je me suis vraiment positionnée en tant qu'assistante, où j'ai compris ce que j'aimais, ce que j'aimais faire, ça a été très, très vite. Et les compétences, en fait, elles sont arrivées très, très vite. Et notamment parce que je les avais aussi expérimentées pendant les 3 années précédentes en tant que freelance, en tant que blogueuse, etc. Voilà ce qui m'a amenée ici. J'ai l'impression quand même qu'on a tous eu un espèce de... Je sais pas, quelque chose qui s'est passé dans nos vies, mais surtout fin 2019, comme si on avait senti un peu cette fin du monde qui arrivait. On s'est dit, oulala, faut vite bouger. Tu sais, comme les animaux, il y a la catastrophe, ils partent en courant. Bah, nous, on a fait la même chose. Moi, mon pivot aussi, le moment où j'étais vraiment plus alignée, où j'ai vraiment voulu reprendre en main mon business parce que j'étais aussi freelance et il y avait du podcast, dans l'idée, il y avait plein de trucs. Mais il n'y avait pas grand-chose au final, mis à part passer beaucoup de temps à faire plein de trucs, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'était pareil pour moi, ouais. Et il y a eu un éclair d'esprit, on s'est plus ou moins tous dit en même temps, ok, il faut faire un truc de ma vie parce que là, ça va pas du tout. C'est ça, c'est marrant, c'est très drôle, je l'avais jamais pensé comme ça, mais je pense que tu as raison, fin 2019, il devait peut-être déjà y avoir une espèce d'énergie du changement. Peut-être. Qui s'est amorcée, c'est possible. Parce que tu n'es vraiment pas la première personne à qui j'échange et avec qui je vois que, fin 2019, il y a eu un switch, il y a eu un truc qui a fait que, non, en fait, il faut qu'on se dirige ailleurs, différemment, il faut qu'on fasse le changement. C'est rigolo. Allez, on va droit au but. Yes. Délégation, recrutement, here we go. Quel est l'intérêt pour toi de déléguer certaines choses lorsque l'on est solopreneur ? Oui. Alors, question simple, réponse simple, ça permet d'aller plus vite. Ok. Voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça va aussi permettre de gagner du temps. Ce que je veux dire par là, c'est de se concentrer très vite sur les tâches dans lesquelles on a, où on est dans notre zone de génie ou d'excellence. Et du coup, gagner du temps sur son quotidien, sur sa charge mentale. Donc, il y a vraiment deux aspects. Ouais, le côté, je développe mon business plus rapidement. Et le deuxième, je le fais sans. En tout cas, on évite le burn-out, quoi. Ça permet d'éviter ça. Est-ce que déjà, à ce moment-là, il peut y avoir cette idée de développement financier ? On est vraiment focus, vraiment, genre, j'ai besoin de gagner du temps, j'ai besoin de me reconcentrer, j'ai besoin de reprendre les rênes de mon business ? Quand tu dis focus financier, est-ce que tu veux dire par là que tu cherches à avoir un retour sur investissement dès le départ sur... Ok, c'est cette question-là. Alors, justement, je pense que les prestataires, alors on va parler de prestataires parce que quand on est solopreneur, généralement, on ne recrute pas en CDI tout de suite.
pour moi, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un retour sur investissement direct. Bien sûr, quand on va recruter, par exemple, un expert en Facebook Ads, oui. Alors, en plus, la presta, elle coûte un peu cher. Et là, on va tout de suite chercher à avoir du ROI. Pareil pour un copywriter, par exemple. Mais quand on cherche en fait à déléguer des tâches, celles qui doivent être faites dans le business, mais qui ne rapportent pas forcément d'argent, le ROI, il est là, sauf qu'il n'est pas financier. C'est vraiment un ROI de temps, de sérénité, de charge mentale. Et pour moi, c'est tout aussi important, peut-être même voire plus, puisque en fait, il est indirect finalement, le ROI, puisque le temps qu'on va gagner, la charge mentale qu'on va gagner avec ce recrutement, ça va nous permettre de développer des offres. Et donc, du coup, on va faire grandir notre chiffre d'affaires. Ok. C'était bien ce que je pensais, mais j'avais vraiment besoin de poser cette question-là parce que c'est vrai que moi, au départ, quand j'ai délégué, quand j'ai commencé à déléguer, j'ai commencé avec des stagiaires. Parce que j'avais envie de transmettre, parce que j'avais... Voilà, pour moi, c'était vraiment... Je veux avoir des personnes autour de moi qui sont tout aussi passionnées sur un projet en plus qui n'était pas du tout mon business, c'était mon premier podcast. Donc, c'était vraiment la transmission et l'apprentissage. Et à aucun moment, c'était il faut absolument rentrer de l'argent, monétiser le blog ou le podcast. Non, c'était j'ai besoin de me concentrer moi sur mon business et donc il faut que je délègue pas mal de parties du podcast qui n'étaient pas du tout liées au business pour pouvoir gagner du temps et du coup retrouver du plaisir. Donc, effectivement, c'est bien ce que je pensais, mais sait-on jamais s'il y avait une autre réponse. C'est bien ce que tu pensais. Et c'est important, la notion de plaisir que tu as évoquée, parce que souvent, les entrepreneurs qui font tout eux-mêmes et dont le business est en forte croissance, ils perdent le plaisir de ce qu'ils font. Et c'est dommage, en fait. Et c'est vrai que le fait de déléguer, ça permet de rester dans le plaisir. Alors, bien entendu, il y a plein de choses à mettre en place. C'est pas on-off le jour où on délègue. Plutôt on délègue, mieux c'est pour justement éviter cette phase où on prend plus de plaisir dans le business. Mais oui, c'est très juste. C'est très, très juste. Je pourrais te dire troisième réponse pour garder le plaisir dans son business. C'est important. Et comme tu viens de le souligner, plus tôt on commence à envisager de déléguer, mieux c'est. Ce qui me permet de faire une super transition vers ma question. Quand et comment est-ce qu'on commence à préparer son entreprise pour pouvoir déléguer ? Oui. Alors, je dirais dès le début. Et pour autant, c'est pas nécessaire de déléguer tout de suite. Je vais essayer de développer tout ça. Même si on n'a pas une vision grande entreprise, et c'est OK. Moi, par exemple, pour mon business à moi, celui où je fais du consulting, j'ai pas du tout une grande vision d'avoir des bureaux, une équipe de 50 personnes, etc. Pour autant, je trouve que préparer, structurer son business dès le départ, avoir des bases solides qui permettent en fait de soutenir vraiment notre croissance au fur et à mesure, c'est important parce que le jour où on va croître, on va pouvoir se reposer dessus. Soit on va pouvoir déléguer, soit par d'autres moyens aussi, mais ça va vraiment nous permettre d'être tranquille. Versus, et je l'ai vécu aussi quand j'étais freelance fourre-tout, évidemment que je n'avais aucune structure dans mon entreprise. Mais du coup, je l'ai vite compris aussi, c'est-à-dire que si on ne fait pas ce travail de structuration, je vais rapidement après évoquer ce que c'est, le jour où on commence à croître, où le chiffre d'affaires notamment commence à se développer, la clientèle commence à se développer, on est vite perdu, on perd vite pied et on a un peu cette sensation que le business nous glisse entre les mains. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment essayer de structurer dès le départ. Qu'est-ce que j'entends par structurer ? C'est quand on voit qu'on a des tâches un peu récurrentes, faire des process. On n'est pas obligé de faire quelque chose, une espèce de grosse machine de guerre et de sortir le bazooka, mais avoir un petit fichier dans lequel sont notées les choses principales. Avoir un petit système de gestion de projet. Là aussi, c'est pas la peine de faire de la gestion de projet en agilité comme une entreprise de 300 personnes, mais avoir quand même quelque chose qui vient nous soutenir au quotidien et ne pas être juste avec une simple to-do un peu à l'arrache. Également au niveau des finances, apprendre à suivre au fur et à mesure ces finances, les entrées, les sorties d'argent, qu'est-ce que je dois à l'État, qu'est-ce que je me verse à la fin du mois, etc. Et en fait, s'habituer dès le départ à avoir un espèce de suivi, un tracking un petit peu de tout et d'avoir conscience finalement du moteur de son business. La structuration d'entreprise, c'est vraiment ce qu'il y a sous le capot. On peut très bien conduire, on va prendre cette métaphore, on peut très bien conduire sans savoir du tout comment fonctionne un moteur.
Spoiler alerte, c'est mon cas en tant que conductrice. Mais j'ai envie de dire, si on entame un grand voyage en voiture ou par exemple, on va prendre un voyage en van, eh bien, c'est intéressant quand même de comprendre un peu ce qu'il y a sous le capot parce qu'il y a des moments où on va avoir besoin, on va se retrouver au bord de la route un peu embêté. Et c'est un petit peu l'idée. Il n'y a pas du tout besoin de créer des systèmes. C'est pas, si on est au jour 1 de l'entreprise, c'est pas nécessaire de se dire « Ok, je vais créer le système pour quand j'aurai 10 personnes avec moi ». Non. L'idée, c'est juste d'avoir le système qui correspond à la personne et à son entreprise à ce moment-là. Et elle va la faire grandir avec elle au fur et à mesure. Elle va rajouter des briques au fur et à mesure. Quand tu Voilà. parles de système, qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour moi, un système, c'est vraiment l'ensemble justement de ce qu'il y a sous le capot. Et on va avoir divers systèmes. On va avoir par exemple le système de gestion de projet. Qu'est-ce que j'ai comme système aujourd'hui pour gérer mes projets? Est-ce que c'est un Trello? Est-ce que c'est un cahier, un agenda, un ClickUp, un Notion, peu importe. On va avoir le système de recrutement. Qu'est-ce qui est en place aujourd'hui pour me permettre de recruter? Si tel est le cas actuellement, évidemment, si vous êtes au jour 1, ne cherchez pas à créer votre système de recrutement, ça ne sert à rien. Et c'est vraiment l'idée d'aller créer les systèmes dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et est-ce que chaque système pourrait représenter en fait une sorte de pôle qu'il pourrait y avoir dans l'entreprise? Pôle communication, pôle gestion commerciale, etc. Ça représenterait ça en fait. Ça peut totalement se matérialiser comme ça. Et d'ailleurs, un des exercices souvent que j'aime bien donner aux clients, c'est de faire une espèce d'organigramme, mais non pas un organigramme soit par personne ou par vraiment les ventes, etc., comme on peut avoir dans les grandes entreprises, mais réfléchir son organigramme en termes d'opérationnel. Qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui dans mon entreprise? Je fais du coaching, je fais mes factures, donc je fais de l'administratif, etc. Et en effet, on a chaque pôle qui va se dessiner, et chacun de ces pôles, en fait, représente un système dans lequel on va, en fait, structurer un petit peu de manière à faire en sorte de pouvoir nous accompagner tout au long de notre vie d'entrepreneur. Ok, hyper clair, merci. Comment est-ce que, justement, est-ce qu'on détermine ce qu'on souhaite déléguer? Parce qu'une fois qu'on a son organigramme, une fois qu'on a une vision, une visibilité sur les différents systèmes, sur ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'on décide? Comment on décide ce qu'on veut déléguer? Alors, excellente question. Merci. Il y a plusieurs... C'est bien que tu aies des bonnes questions, Justine. Il y a plusieurs façons d'entrer. Il y a plusieurs angles, en fait, on va dire. Généralement, on va commencer à se poser cette question quand on commence à en ressentir le besoin. Et donc là, généralement, on sait qu'on a des tâches qui sont chronophages, qui nous prennent trop de temps. C'est souvent, ça, quand on est entrepreneur sur le web, ça tourne souvent autour de la création de contenu. Et donc, c'est plus un quotidien où on est un peu essoufflé, un petit peu sous l'eau, où on identifie déjà de base les tâches qui sont nécessaires de recruter. L'exercice complet pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin de recruter, c'est de traquer son temps. Et ça, c'est quelque chose que je recommande de faire à tout le monde depuis le début. Genre ça peut être le premier système. Ne serait-ce que, même si on ne pense pas à déléguer, c'est super intéressant de voir le temps qu'on passe sur telle et telle tâche, ce qu'on fait vraiment au quotidien, parce que je pense qu'on a tous vécu des semaines où on a bossé toute la semaine comme des fous, et en fait, tu as la sensation à la fin que tu n'as rien fait. C'est ça, tu sais pas où elle est passée ta semaine, tu sais pas ce que tu as fichu en fait. Et tu as une to-do qui a disparu, c'est bien, tu as avancé, mais tu sais pas sur quoi. Tu sais pas. Tu sais pas sur quoi, exactement. Et le fait de traquer son temps, déjà, ça permet d'avoir cette vision-là un peu stratégique sur qu'est-ce que j'ai fait de mon temps. Donc ça, c'est une première chose. Et quand c'est le moment de déléguer, c'est très bien parce que ça permet de catégoriser un peu toutes les tâches et aussi d'évaluer le temps qu'on passe sur chacune des tâches pour évaluer le temps en fait qu'on va devoir déléguer approximativement à nos prestataires. Donc ça, c'est vraiment la chose. Enfin, je recommande vraiment, si ceux qui nous écoutent ne traquent pas encore leur temps. Il y a plein de logiciels qui permettent de le faire. Il y a des logiciels gratuits où on peut catégoriser les tâches et voilà, ça aide beaucoup. Complètement. Par exemple, là, on est en train d'enregistrer un épisode, toi et moi. Mon Toggle est lancé. Enregistrement RTB. Et voilà, à chaque fois. Et c'est vrai que toi aussi, tu es en train de... Ouais. Toggle, tu utilises également? Oui, Toggle aussi.
Ok, parfait. Donc, application gratuite disponible en application ordinateur, mobile et iPad, enfin tablette, quoi, pour ceux qui sont en dehors de Apple. Pauvre de vous, mais c'est pas grave, on ne juge pas. C'est super efficace. Ça permet aussi de... Moi, c'est les premières choses que j'avais analysées avec Toggle. C'était finalement mon taux horaire, mais le vrai. C'est-à-dire pas celui que je facture aux clients, surtout quand on est freelance, mais en fait, concrètement, le temps que je passe au travail, divisé par le chiffre d'affaires, et ça donne vraiment le taux horaire. Au début, ça permet de se rendre compte que c'est minable. Oui, c'est Et vrai. que il faut être, enfin, ça permet aussi de se dire, OK, je vais être plus efficace, va falloir que je sois en tout cas plus efficace là-dessus. Ça, il faut soit que j'arrête de le faire, soit que je le délègue, etc. Donc, ça donne vraiment plein d'indications. Mhm. Mais justement, quand on a l'habitude de se timer et qu'on est solopreneur, on a donc toutes les casquettes et on développe une certaine efficacité, agilité à pouvoir tout faire très rapidement. Et du coup, on voit qu'on passe trop de temps pour nous, mais pas beaucoup en fait au final. Et au moment où on commence à déléguer certaines choses, on se rend compte qu'en fait, c'est plus lent, peut-être moins efficace ailleurs que chez soi. Comment est-ce que on peut se foutre la paix en fait avec ça en disant mais je comprends pas, elle met 2 jours, j'ai mis 1 heure et demie, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Alors, il y a plusieurs astuces, mais il y a aussi un côté mindset qu'il faut travailler. Et là, j'ai pas de recette magique. Il y a un gros travail sur soi à faire, hein, quand on commence à déléguer. C'est vrai qu'il y a toute cette partie technique je fais tout à je délègue, je me sens plus soulagée, mais ça vient en effet, c'est très intéressant que tu en parles, c'est que ça vient, comment dire, oui, ça vient bousculer l'entrepreneur. Ça vient réveiller d'autres problématiques de mindset. Mhm. Et en fait, c'est aussi ça quand j'accompagne les clients sur cette progression. OK, je leur donne toutes les méthodos, etc. Mais ça ne résout pas de toute façon ce côté je confie mon bébé à quelqu'un, Mhm. c'est moins bien fait, ça prend plus de temps, ça m'agace, elle comprend pas les process, etc., etc. Alors, techniquement, comment on peut parer à tout ça? Alors déjà, il y a une première chose, c'est que si on a fait des process en amont, ça facilite un petit peu la vie pour les transmettre. Souvent, la problématique, elle vient de la transmission. C'est-à-dire que souvent, c'est très très clair pour nous dans notre tête, mais c'est pas forcément évident de faire le transfert de données entre son cerveau d'entrepreneur vers celui de notre prestataire. Donc déjà, il y a un travail à faire en termes de process. S'il n'est pas fait, c'est pas grave, mais du coup, il y a un premier travail à faire avec le prestataire qui est on va créer ensemble le process. Alors, on peut avoir plusieurs façons de faire. Soit on a besoin de contrôler, ou c'est nécessaire en tout cas de contrôler le process et on va en proposer un. On va proposer à la personne qu'elle travaille dessus et il va y avoir des allers-retours en fait en itération de manière à peaufiner la chose jusqu'à ce que tout le monde soit OK, on va dire. Ou alors, on peut aussi très bien proposer au prestataire de créer le process de A à Z. Et après, pareil, on a tout un travail en itération. Ça, c'est super important. Et aussi, ce qui va permettre on va dire, parer un petit peu à ce problème de c'est moins bien fait, je comprends pas, le temps qu'elle passe, etc. C'est le feedback et la communication. Communiquer, communiquer, communiquer. C'est hyper important, surtout dans un processus d'onboarding de la personne où elle connaît pas encore totalement le business, de faire énormément de feedback. Les prestataires, ils vont pas forcément vous réclamer les feedbacks. C'est comme ça, ils enchaînent. Moi, j'ai été assistante. Je sais ce que c'est. On n'a pas forcément le temps ni le besoin sur le moment de demander du feedback. Mais par contre, la responsabilité de l'entrepreneur, c'est vraiment d'en donner à fond, que ce soit bien, pas bien, à recadrer, peu importe, et toujours bien expliquer pourquoi. Pourquoi ça me plaît, pourquoi ça me plaît pas, et qu'est-ce que je te demande, parce que faire un feedback, c'est censé être constructif. Donc, soit tout va bien et la demande, en fait, c'est de simplement rester comme ça. Soit il y a besoin de recadrer. Donc, la demande, c'est je trouve que, par exemple, tu passes trop de temps. Moi, la problématique, c'est que ça me coûte très cher. Moi, j'ai l'impression que je le fais en 1 heure et demie et j'ai l'impression que toi, tu as besoin de 4 ou 5 heures pour le faire. On discute déjà de comment ça se fait. Souvent, c'est très logique. Enfin, la personne, en fait, il y a plein de choses auxquelles elle n'a pas accès, etc. Donc, ça peut expliquer des choses. Et la demande, c'est voilà, en fait, on va travailler ensemble de manière à ce que tu y passes moins de temps, c'est important, etc. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. Complètement. Si, ouais. complètement.
Ouais, Et le feedback. justement, ouais, le feedback. Non, mais tu as totalement raison de le préciser. Et moi, j'ai délégué à plusieurs personnes, à même différents, pas niveaux, mais profils de personnes, aussi bien les stagiaires. J'ai eu 2 expériences d'alternance, une pas bien, une géniale, des prestataires. Et effectivement, le feedback, à chaque fois, c'est l'élément central. Tu peux avoir les meilleurs process du monde, tu peux faire un super recrutement, s'il n'y a pas de feedback, ça sert à rien. Et des 2 côtés. Mais c'est vrai qu'effectivement, le freelance va moins solliciter les feedbacks. Tandis que le stagiaire, s'il a besoin de ça pour avancer, l'alternante a besoin de ça aussi pour avancer. Et puis, le prestataire, un peu moins. Mais voilà, encore une fois, tout dépend aussi à quel degré pas d'investissement, mais à quel niveau le prestataire vient travailler dans ton business. Si dans ces cas-là, on est sur un copywriter, le feedback, c'est oui, j'aime bien, ou tu vois, ou alors sur les process ou l'orga. Tout à fait. Mais si la personne est intérieure dans ton business, qu'elle voit les chiffres, qu'elle voit tout ça, là, le feedback, il est absolument nécessaire, quoi. Oui, c'est ça. Et pour compléter aussi, donc par rapport à cette question de comment je fais en fait pour lâcher prise un petit peu sur le fait que on ne s'est pas toujours fait exactement comme je veux, etc. Il faut aussi avoir conscience que il y a vraiment un temps d'adaptation, un temps d'imprégnation qui est incompressible, qui va, selon moi, aller de 1 à 3 mois en fonction de la mission qu'on confie à la personne. Si c'est juste, entre guillemets, du montage, par exemple, de vidéos, 1 mois, normalement, c'est suffisant. Si on est sur une mission un peu plus complexe, 3 mois, ça ne sera pas trop peut-être pour que la personne soit vraiment intégrée, qu'elle comprenne le système de fonctionnement, etc. Faut pas oublier aussi que les prestataires, ils n'ont pas qu'un seul client. C'est une des problématiques dans notre milieu qu'il faut prendre en compte. C'est que on recrute rarement des personnes à temps plein, en tout cas pas au début. Et donc, ces personnes, il faut bien qu'elles vivent. Donc, elles ont plusieurs clients. Et forcément, en fait, elles, ça leur demande de switcher le cerveau. C'est-à-dire quand je passe du business de chez Justine à, par exemple, au business de chez Sonia, ça demande vraiment un effort en fait à leur cerveau pour passer de l'un à l'autre. Donc, il faut aussi prendre ça en compte et faire attention à leur charge de travail. Normalement, les prestataires sont censés gérer leur charge de travail, mais c'est pas toujours évident aussi pour eux parce que toutes les problématiques de freelance qu'on connaît. Donc, c'est bien aussi en tant qu'entrepreneur, en avoir conscience et les accompagner dans cette démarche-là de faire attention de ne pas toujours être trop dans la demande, de ne pas solliciter la personne au dernier moment, etc. Et c'est aussi ça, je terminerai là-dessus, c'est que parfois, on a des entrepreneurs qui ont une très grande exigence, qui vont considérer que le freelance, il est avec eux dans leur business, il est là pour leur aider, etc., pour les aider, pardon. Mais ils ont du mal en fait à prendre conscience du fait que la personne est vraiment aussi sur d'autres business et ils vont avoir tendance à les sursolliciter de manière informelle, etc. et à les surcharger et du coup vraiment à trop décharger la charge mentale. Et c'est là où on revient à la question de système. Vraiment, c'est super important de créer un système de communication, d'échange, etc., de créer un cadre en fait dans lequel tout le monde sera à l'aise. À la fois l'entrepreneur, il pourra s'exprimer librement et demander librement, mais dans un cadre précis qui fait que ça ne surchargera pas le freelance qui travaille avec lui. Mais du coup, par rapport à ce qu'on souhaite déléguer et par rapport peut-être aussi au niveau ou au budget qui est alloué, comment est-ce qu'on décide qui est-ce qu'on veut recruter? Tu vois, moi, j'ai commencé avec des stagiaires. Après, il y avait des prestataires et moi aussi une alternante. Pourquoi pas un salarié? Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on décide du profil dont on pourrait avoir besoin? Alors, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de réponse type. Ça va dépendre de ton business. Ça va dépendre de ta vision que tu as, de ton business model, de ta façon de travailler, etc. Et ça va aussi dépendre de comment tu es à l'aise. Pour moi, la question, il y a deux thématiques. Donc, il y a la thématique du statut, stagiaire, freelance, salarié. Et il y a la thématique de l'expertise. Est-ce que je prends un assistant, un community manager, un rédacteur, etc. Donc, sur la thématique du statut,
là, pour moi, en tout cas, dans un premier temps, après on optimise, hein, évidemment, mais dans un premier temps, c'est ce avec quoi on se sent le plus à l'aise. Tu le disais au départ, moi, au début, j'étais à l'aise avec le fait d'avoir un stagiaire parce que j'avais besoin de transmettre, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et en fait, dans ce cas, j'ai envie de te dire, c'est le meilleur statut pour toi. Après, il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des statuts. Le stagiaire, moi, je trouve que c'est super parce que souvent, les stagiaires, ils vont être pleins d'ambition, d'envie d'apprendre, etc. Donc, ils vont être assez imprégnés avec nous, assez motivés. Mais il faut avoir du temps pour le former. Donc, ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et c'est vrai que, voilà, il ne faut pas se dire tout sera fait, j'ai plus qu'à déléguer. Non, non. Le freelance, pareil, il y a plein d'avantages. Il y a la flexibilité du temps. On peut vraiment jouer sur le temps de travail de la personne. On peut jouer sur les tarifs, etc. Donc, c'est très, très flexible. Pour un business qui est encore un peu petit, hein, sans du tout être péjoratif, hein, mais quand on est solopreneur, c'est quand même super pratique. Mais voilà, l'inconvénient, on en a parlé, c'est que la personne n'est pas forcément 100% sur le business. Donc, ça peut créer parfois de la tension ou des problématiques de gestion. Et le salarié, un gros avantage, il est avec nous à 100%. Donc ça, c'est super. La problématique, bien sûr, c'est que du coup, on est beaucoup moins flexible. Il faut payer le salaire tous les mois, etc. Donc, ça demande quand même d'avoir une entreprise assez solide pour recruter un salarié. Après, sur la question de l'expertise, est-ce que je prends un assistant qui va, entre guillemets, tout faire? Est-ce que je prends plutôt quelqu'un pour gérer le community management, etc., etc. Là, en fait, je dirais que c'est vraiment justement le tracking du temps qui va parler et aussi les objectifs de l'entreprise. Si on a, par exemple, j'en sais rien, un grand objectif sur la création de contenu. Par exemple, cette année, notre objectif, c'est vraiment de créer du lead, de renforcer la newsletter, les réseaux sociaux, etc. Peut-être que ça va être intéressant d'avoir un social media manager qui va vraiment gérer tout ça, qui va nous aider sur la stratégie, etc. Au contraire, si on est à l'aise dans la création de contenu et que c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment garder, mais qu'on a vraiment besoin de déléguer toute la partie un peu technique et programmation qui prend du temps à l'entrepreneur, l'assistant, ça peut être un super bon plan parce que l'assistant, son gros avantage, c'est qu'il est multi-tools, quoi, hein, c'est vraiment un couteau suisse. Et il va pouvoir gérer ça, mais de temps en temps aussi, il va pouvoir nous accompagner sur d'autres petites choses, etc., gérer les mails. Donc, voilà, ça dépend du profil, ça dépend du besoin, des objectifs. Donc, regardez le tracking de votre temps, catégorisez bien les choses et aussi regardez les objectifs que vous avez dans l'entreprise. Et ça permet un peu de voir un petit peu ce dont on a besoin. Je te rejoins à 100% là-dessus, en tout cas sur les différents profils et surtout sur les différents besoins. Sur mes premières embauches, parce qu'on peut aussi parler, quand ce sont des stagiaires, c'est quand même des embauches. J'ai profité en fait que tout le monde soit confiné, qu'on soit tous en télétravail pour pouvoir avoir des stagiaires. Et je voulais surtout pas que le ou la stagiaire se retrouve seule en fait à bord d'un truc. Même si j'avais travaillé tous mes process, il y avait tous les templates, franchement, c'était à l'aise. En fait, j'ai voulu vraiment créer une équipe où quand moi, je travaille dans mon entreprise, donc par exemple, tous les matins de la semaine, je n'étais pas disponible, que ces personnes-là puissent se retrouver en visio ou sur WhatsApp ou peu importe, ensemble. Et chacun, en fait, avait ses missions. Et j'avais fait aussi attention lors de mon recrutement pour qu'ils soient complémentaires entre eux. C'est-à-dire que si moi, je ne suis plus là, parce que je suis en train de travailler, machin, et qu'il y a une question, quelqu'un pouvait aider l'autre. Et puis ça, aussi, dans les process de recrutement, tu as parlé de formation. Et là, je dis pour les entrepreneurs qui sont aussi accros aux formations en ligne que nous, on peut l'être, vous achetez des formations en ligne qui vous servent à vous, n'hésitez pas à les mettre aussi dans vos onboarding. En disant, voilà, j'ai cette formation-là, je veux que tu ailles, je sais pas, sur Pinterest ou j'en sais rien, voici la formation que j'ai achetée, suis-la, et revois, voici mes process, et ensuite tu y vas. Et là, vous gagnez du temps aussi. Oui, on n'a pas spécialement parlé de l'onboarding de la personne, mais tu l'as vraiment très bien explicité. C'est super important, c'est un moment crucial. Hein, c'est aussi celui qui va déterminer le reste de la collaboration. Et c'est une excellente idée que de donner accès à des formations qu'on a déjà. On peut même en financer par moment quand on trouve que c'est pertinent. Mais en tout cas, oui, donner accès, par exemple, j'en sais rien, je veux que tu fasses du Pinterest. Tiens, j'ai une formation Pinterest. Magique, complètement. Magique.
Et tu vois, il s'est passé un truc aussi parce que donc j'ai commencé avec des stagiaires et ensuite j'ai recruté une alternante en me disant bon, j'ai déjà formé 3 stagiaires en même temps, ça s'est super bien passé. J'en avais 2 sur 2 mois et une pendant 4 mois. Chacun avait son profil, son poste, etc. Enfin, franchement, carrément canon. Et là, je me suis chauffée. Je me suis dit, allez, go, on va partir sur une petite alternance. Ça va être cool. Une personne que je vais pouvoir continuer de former, avec qui je vais, parce que j'aime transmettre des choses. Donc, transmission et puis aussi, du coup, opérationnel. Sauf qu'en fait, je n'avais pas capté le switch de posture qu'il fallait avoir parce que, certes, stagiaire, donc la personne, tu la formes. Un ou une alternante, certes, tu la formes, mais il y a quand même un minima d'expérience, d'expertise pour être opérationnel parce que bah là, du coup, il y a beaucoup de temps, il y a du budget aussi qui est alloué à ça. Ce qui fait que mon premier recrutement alternance a été un flop, le plus total, le plus complet, où en fait, parce que je pense que ça vient vraiment de la posture parce que tous mes process, tout était prêt, tout avait été travaillé. Elle avait le même poste que mes 3 stagiaires. Donc tout avait été super travaillé, canon, passation de dingue, tout ça. Mais en fait, non, c'est pas passé parce que je me suis plantée sur le recrutement en pensant que je pouvais tout lui apprendre, sans penser qu'en fait, si la personne n'a pas envie d'apprendre, bah, tu peux rien y faire. Et oui. Après, voilà, il y a le profil, il y a le profil de la personne, c'est super important. Alors ça peut être une petite astuce que je peux donner là aujourd'hui concernant le recrutement. Pour moi, on va dire l'émotionnel, oui, c'est ça, l'émotionnel, l'instinct qu'on va avoir vis-à-vis de la personne. Elle doit, bien sûr, ça a toute sa place dans un recrutement, mais ça doit avoir la dernière place. Au début, dans toutes les phases du recrutement, l'idéal, c'est qu'on ne se fie vraiment qu'aux cases qu'on a choisi de cocher. Donc, on va d'abord en fait réfléchir au profil que l'on veut. Donc, en termes d'expertise, en termes de savoir-être, de savoir-faire, d'expérience, etc., etc. Et vraiment se tenir à ça. Même si on a un super feeling avec la personne, si elle ne rentre pas dans les cases qu'on s'est données, on ne recrute pas la personne. Ça peut être une personne avec qui on garde contact, avec qui on va passer de bons moments, prendre des cafés, etc. Si émotionnellement on se sent bien avec la personne, c'est pas why not, hein, c'est pas un frein pour ne plus la voir après. En revanche, en termes de recrutement, il faut vraiment, vraiment rester sur les cases que l'on a déterminées, les caractéristiques qu'on a déterminées au départ. Et souvent, on se fait avoir parce qu'on adore l'énergie d'une personne, etc. Mais en fait, elle rentre pas dans les bonnes cases, en tout cas pas pour ce poste-là. Et voilà, du coup, on se fait avoir. Et au final, après, c'est plein de problématiques. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir ces caractéristiques qu'on veut chez la personne. Savoir-être, savoir-faire, etc. Et une fois qu'on a plusieurs personnes qui cochent toutes les cases, là, on va faire entrer l'instinct, l'émotionnel, etc. Avec qui je me sens le mieux, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie d'aller boire des verres après le travail, etc., etc. Et ça permet d'éviter les petites erreurs. Bah, complètement. Puis en plus, là, c'était un profil alternant. Alternant égale salarié, égale contrat. Et donc, égale pas si flexible qu'un freelance. Et oui, c'est ça. Voilà. C'est aussi la problématique, en effet, quand on recrute du salariat ou de l'alternance, entre guillemets, il ne faut pas se tromper. Alors après, il y a toujours des portes de sortie, hein, mais elles sont plus complexes à mettre en place que les portes de sortie avec les freelances. Donc oui, faites d'autant plus attention. C'est clair. Selon toi, quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter du coup lorsqu'on délègue et ou lorsque on se met en position de recrutement? Alors, la première erreur que je vois, c'est de penser que le fait de recruter quelqu'un va résoudre tous les problèmes de l'entreprise. Faux. Oui. Tu as tellement raison de le préciser. Je comprends émotionnellement, en vrai, hein, cette chose-là. Mais c'est en fait, disons que s'il y a des problématiques d'organisation, de gestion, etc., c'est pas le freelance qui va le résoudre. Il faut vraiment penser qu'il va y avoir cette phase de transition, si on ne l'a pas préparée avant, et qu'on se retrouve un peu sous l'eau à devoir déléguer. Le problème ne se résoudra pas sur le moment. Il va falloir prendre du temps d'en parler en début de podcast, à créer avec cette personne les process, etc. Donc, les problèmes ne se résolvent pas d'un coup. Deuxièmement, l'idée de penser que la gestion de projet et l'organisation personnelle sont la même chose.
notamment quand on a des entrepreneurs qui recrutent des bras droits. Ils cherchent souvent des profils bras droits / OBM qui, comme moi, vont faire de la gestion de projet dans leur entreprise. C'est très bien parce que ça résout justement ces questions quand même de gestion en interne des projets, etc. Mais à aucun moment, ça résout l'organisation de l'entrepreneur. Et souvent, je discute avec des OBM, et moi-même, j'ai vécu ça avec certains clients quand j'avais plusieurs clients en opérationnel, où en fait, le client, sa demande, c'est « moi, je veux ouvrir le matin mon agenda, donc mon Notion, tout ce que vous voulez, et je veux savoir ce que je dois faire. Et je ne veux pas avoir à me poser de questions. » Mais non, en fait, ça ne peut pas marcher. Vraiment, c'est quelque chose, il faut vraiment se dissocier ça, son organisation, sa gestion, avec celle de son entreprise. Et alors, ça, je pense que c'est un conseil peut-être que tu dois donner, ou en tout cas un sujet sur lequel, j'imagine, tu parles régulièrement, c'est le fait de se dissocier de son entreprise. Déjà, dès le début, c'est une très bonne chose. Et c'est vrai que c'est encore une étape de plus quand on recrute. C'est vraiment, il faut encore plus aller se dissocier de son entreprise. C'est un vrai travail à faire, ça prend du temps. Et en fait, voilà, la troisième chose que j'aimerais dire là-dessus, entre guillemets, les erreurs à éviter, c'est aussi de penser que, c'est un peu ce que j'ai dit au début finalement, c'est que ça ne prend pas de temps. Non, ça prend du temps. Il faut laisser le temps, se laisser le temps en tant qu'entrepreneur de grandir avec son entreprise, de passer cette étape. Il faut laisser le temps aux personnes qui travaillent avec nous de s'habituer à nous, etc., à nos process, à nos systèmes. Donc oui, l'erreur, c'est de penser, principale, c'est de penser que ça va se faire comme ça du jour au lendemain. Je réfléchis si je vois d'autres erreurs courantes que je vois en recrutement. Je pense aussi l'erreur, en tout cas, que j'ai pu voir sur les entrepreneurs que j'ai accompagnés. Et elle rejoint cette première erreur de penser que c'est bon, parce qu'on délègue, tout va être sauvé. Mais c'est aussi dans la continuité de parce que je délègue, je m'occupe de plus rien. Je laisse tout. Ça vivote. Alors, il y en a qui sont dans le micromanagement hardcore, en train de regarder tout ce qui se passe. Et il y a des personnes qui sont genre, voici le bébé, attrape la patate, démerde-toi, c'est bon, je m'en vais. Et dans les deux cas, ça fonctionne pas vraiment. Et donc, moi, j'ai quand même pas mal vu, et j'ai aussi fait ça, quand t'es pressé, t'as pas le temps, t'es là, genre, j'en peux plus, je veux plus me voir ce projet en peinture, occupe-toi-en. En fait, tu laisses carrément le projet, la mission à quelqu'un d'autre, à qui ça n'est pas forcément le sujet, ou en tout cas, c'est pas son business. Donc, bon. Oui, c'est vrai. C'est deux extrêmes, en fait, qu'on rejoint très vite quand on délègue. Et inversement, c'est super dur de trouver le juste milieu entre les deux. Et pourtant, ça doit être l'objectif qu'on se fixe. Donc, en effet, encore une fois, ça va prendre du temps. Souvent, on a des entrepreneurs un peu contrôle fric, et c'est normal, c'est OK, qui vont être dans le micromanagement et tout gérer. Et en fait, ils gardent la charge mentale. Et donc, du coup, ça ne marche pas bien. Et inversement, oui, confier la chose sans s'en préoccuper, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité. Et en fait, c'est nous qui avons toujours la responsabilité de la réussite du business. Ça, c'est un truc, je profite du coup de ce micro pour le dire haut et fort. À aucun moment, si par exemple un prestataire ou un collaborateur échoue dans la mission, à aucun moment, entre guillemets, il est responsable. Tout le monde a sa part de responsabilité, évidemment. C'est-à-dire que si vraiment il a fait une erreur, il a fait une erreur. Ça, c'est évident. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vous qui avez la responsabilité de bien le briefer, de bien l'onboarder, de vérifier sur les points où il faut vérifier, si c'est des choses un peu touchy, etc. Et malheureusement, parfois, c'est exactement ce que tu dis, les entrepreneurs laissent la patate chaude et s'en préoccupent pas. Il y a une erreur qui est faite. Ah oui, mais on ne peut pas accuser le freelance ou le collaborateur à ce moment-là. C'est un peu compliqué parce qu'on a lâché le projet. Et oui, donc garder en tête qu'on est responsable. Et plus on va recruter, plus on va confier des choses, plus on va être responsable, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une personne qui doit gérer la responsabilité des autres personnes, c'est ça ? Alors, tu peux déléguer la responsabilité complètement. Par exemple, tu vois, chez The Bee Boost, moi, j'ai dans une certaine mesure, pas 100%, mais j'ai dans une certaine mesure la responsabilité de vérifier les process, etc. Donc, tu vois, Aline m'a en fait délégué une partie de ça.
Parce que bien sûr, il y a un moment où tu peux plus tout contrôler, vérifier. Donc là, il y a un moment où tu as besoin vraiment de faire du management, entre guillemets, à plus grande échelle. Donc ça peut être intéressant à un moment donné de le déléguer. Donc tu peux totalement déléguer, tu peux tout déléguer dans une entreprise. Ok, c'est rassurant. C'est rassurant, mais il y a même des gens qui embauchent des CEO. Hein. Je veux dire, on peut très bien embaucher un directeur pour gérer l'entreprise. Enfin, ça se fait complètement. Oui. Tout est délégable. Le tout, c'est de le faire en effet en conscience, stratégiquement, en fonction de soi, de ses objectifs, etc. Je dirais que le management, c'est pas la première chose à déléguer quand même. C'est bien d'abord expérimenter un petit peu le management d'une manière générale. Surtout, en tout cas, dans le milieu soloprenariat, c'est bien d'expérimenter au maximum ce qu'on va déléguer après. Voilà. Après, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est plus facile, c'est plus intéressant. Ça permet aussi de lâcher un peu, de créer des bons process et ensuite de pouvoir lâcher un petit peu plus facilement le projet. En revanche, on peut totalement déléguer le management, je dirais, dans un deuxième ou troisième temps, quand on commence à avoir 2, 3, 4 personnes dans l'équipe et qu'on a besoin de se concentrer un petit peu plus sur sa zone de génie. C'est intéressant à ce moment-là de demander à un business manager, par exemple, de le faire. Bien sûr. Ça rejoint aussi, en fait, le fait de savoir un peu tout faire soi-même pour pouvoir mieux en parler, pour pouvoir mieux voir si ça fonctionne ou non. Et tu vois, là, encore une fois, j'ai fait une erreur, again, sur le recrutement prestataire, sur la publicité Facebook Ads. Oui. Ouais, et Instagram Ads. Quelque chose que je ne maîtrise absolument pas du tout. Oui. Donc, 0 point de repère, 0 idée de comment ça fonctionne ou pas, parce que je n'ai jamais voulu me former sur le sujet. Bref, j'ai délégué ça en disant non, je ne veux pas me former à ça, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je veux quand même tester. Bah, fail, parce qu'en fait, la personne a fait une erreur et je me suis rendu compte, heureusement, de cette erreur-là 4 jours, parce que quand même, j'ai eu déjà mis les yeux dans le business manager tout de même et je me suis rendu compte qu'il y avait des boulettes et donc j'ai pu arrêter la bêtise et arrêter le contrat parce qu'il y a eu boulette. Mais si je ne connaissais rien du tout sur le sujet, j'aurais pu continuer de dépenser de l'argent pour rien, avec zéro résultat et un échec cuisant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, quand on recrute des personnes et qu'on commence à manager, je pense que c'est quand même intéressant d'évoluer dans cet écosystème-là, de se former, de tester et de voir à un moment donné quelles sont les limites et comment est-ce qu'on peut déléguer ça. Parce qu'on sait de quoi on parle. Exact. En fait, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour déléguer ensuite. Loin de là. En revanche, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des notions, un minimum de notions. Et dans le management, encore plus que le reste, j'en sais rien, mais il y a vraiment une dimension humaine de gestion d'équipe, de gestion de personnes. Et donc, c'est vraiment sympa de l'avoir, intéressant en tout cas de l'avoir expérimenté avant, parce que ça permet de prendre du recul, de comprendre un petit peu les processus de fonctionnement, etc. Et c'est vrai que le management tout particulièrement, c'est hyper touchy de le déléguer sans jamais avoir géré personne, quoi. Mais Donc, oui, complètement. Est-ce que toi, tu arrives à avoir pour ton propre business le même œil de lynx que pour les entrepreneurs que tu accompagnes? Pas autant. Ok. Pas autant, parce que c'est toujours plus facile de prendre du recul pour les autres que pour soi-même. Donc, j'ai quand même quelques compétences clés qui me permettent d'éviter quelques erreurs. Malgré tout, les peurs, les appréhensions, etc., que peuvent avoir les entrepreneurs, j'ai les mêmes en vrai. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est pas les méthodes qui font que ça s'arrête, ces peurs-là. C'est vraiment le travail de mindset. Bien sûr. Et on a beau comprendre les mécanismes chez les autres, c'est pas pareil de les vivre soi-même. C'est clair. C'est toujours plus simple de regarder chez les autres que chez soi-même de toute manière. Je comprends. C'est ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu délègues si tu délègues? Oui, je délègue. Alors, en fait, j'ai repositionné mon entreprise en tant que consultante en gestion d'entreprise donc en 2020. Non, en 2021.
Oui, c'est ça. Je me confonds les années. En 2021. Donc, ce que j'ai fait en 2021, c'est que j'ai lâché, on va dire, tous mes clients en opérationnel en tant que Ok. business manager. J'ai gardé seulement la collaboration avec Aline, The Bee Boost. Et du coup, j'ai décidé, à côté de ça, de développer le consulting, l'accompagnement, Mhm. etc. Donc, pendant tout 2021, ça a vraiment été de la recherche, du développement, du test and learn, etc. Donc, je publiais pas vraiment sur les réseaux, c'était vraiment du bouche à oreille, etc. Donc, j'ai pas délégué pendant toute cette année. Et fin 2021, tout était très clair pour moi en termes de positionnement, de stratégie, etc. Donc là, depuis fin 2021, j'ai commencé à déléguer. Donc là, je délègue toute la partie réseaux sociaux, Ok. stratégie des réseaux sociaux, création des posts Mhm. et programmation, etc. Ok. Donc, je travaille avec une personne, on travaille vraiment en binôme. Je lui donne mes idées, elle me donne les siennes, etc. Elle rédige, elle fait les visuels, etc. Donc, ça, c'est cool. Trop bien. Ouais, c'est vraiment. c'est le pied total. Franchement, je pense que sans elle, je ne publierai jamais sur les réseaux sociaux. C'est hyper chronophage. Et puis moi, c'est vraiment pas ma zone de génie, quoi. Autant, par exemple, on peut prendre l'exemple d'Aline, c'est assez intéressant. Aline, les réseaux sociaux, en tout cas Instagram, elle a encore 100% de l'activité. C'est elle qui s'occupe de ça. Mais elle adore ça, en fait. C'est une vraie compétence chez elle. Versus chez moi, c'est pas une passion, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est aussi pour montrer que même à divers niveaux d'entrepreneuriat, Aline, qui est quand même un entrepreneur très avancé, on peut aussi ne pas encore avoir délégué l'Instagram, c'est possible. Tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que généralement, les entrepreneurs veulent tout de suite avoir un minima de budget pour déléguer le CM. Alors qu'en fait, Oui. c'est peut-être pas nécessaire tout de suite et qu'il y a des choses plus importantes à déléguer, en fait. C'est ça, en fonction de, toujours pareil, un profil, objectif, C'est ça. etc. Donc oui, pour l'instant, en gros, je délègue le CM. Prochainement, j'ai envie de monter un podcast, tu le sais, Justine. Oui. Ça fait à peu près 2 ans que j'en parle. Il est vraiment temps que je mette ce projet à bien. Et il est évident pour moi que je vais déléguer toute la partie montage, programmation, etc. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je délègue. C'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment pas mal. Alors, si, j'ai oublié. Il va pas être content que je l'oublie. Je travaille quand même en binôme. T'as oublié ton mari? Si, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié mon mari. Je travaille quand même en binôme avec Lucas. Bonjour Lucas. Coucou Lucas, si tu nous écoutes. Lui, il a une place un petit peu différente. C'est qu'il n'est pas forcément dans l'opérationnel. Il est plus dans la partie à la fois stratégique et consulting. Donc, je lui ai délégué toute une partie de consulting sur sa spécialité à lui, qui est la gestion et le suivi des finances, où moi, j'ai beaucoup moins de compétences dessus. Et il n'est jamais bien loin quand on parle objectif, stratégie, etc. Donc, j'ai un demi-cerveau en plus avec moi pour m'accompagner au quotidien. Ok. Voilà, donc j'ai du mal à penser à ça comme de la délégation parce que ça s'est fait naturellement, mais en fait, si, je délègue cette partie-là. Oui, complètement. Voilà. Bon, t'es hyper important, Lucas. Hein. T'inquiète pas. Hein. Coucou. Hein. On t'a pas oublié. On t'a pas oublié, c'est promis. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Oui, alors il y a plusieurs façons. La première, c'est à travers du consulting. Donc, il y a du consulting long terme, mais il y a très, très peu de place. Donc, voilà, généralement, c'est pas la chose la plus facile. Parce que comme je travaille avec Aline à côté, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, et sinon, il n'y a pas de place aussi avec Aline entre décembre et mai, en fait, c'est ça, à peu près. En vrai, c'est un peu ça. Hein. Oui. À peu de choses près, c'est ça. C'est vrai que c'est un petit peu. En fait, je vais dire que j'ai à peu près un client en consulting par trimestre. C'est un peu difficile d'en avoir d'autres. Donc, voilà, si vraiment vous avez des problématiques longues, n'hésitez pas à me contacter. On voit, on discute ensemble. Sinon, les 2 offres, en tout cas, qu'il y a aujourd'hui et qui sont faciles d'accès, ce sont les consulting express. Donc là, c'est le même concept, mais en mode express. Donc, du coup, on vient vraiment ôter l'épine du pied et sortir avec un plan d'action très clair sur
sur la problématique du moment. Ok. Et il y a le petit programme en ligne Oui. qui est les systèmes du recrutement, où en fait je délivre vraiment toutes les étapes du recrutement de A à Z, quels sont les critères que je vais noter pour la personne, à qu'est-ce que je mets sur mon annonce, quels critères je donne, etc. L'onboarding, la programmation, la planification, etc. Voilà. Trop bien. Parfait. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Alors, tu es en train de me dire que ni Laura ni Aline a vendu cette question qui fait mal au crâne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les potes en carton, ça, pas les filles. Non, mais en plus, j'écoute tes podcasts. Hein. Ils sont pas encore sortis. Ils sont pas encore sortis, ceux-là, c'est pour ça peut-être. Ah, ok. Maintenant, elles m'ont pas dit Mmh. les méchantes. Une question que j'aurais. Mais en plus, la question, elle est super. Moi, je la pose tout le temps à la fin de mes questionnaires. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Le Alors, retour je de bâton. réfléchis. C'est clair. Je réfléchis. Alors, une question très opérationnelle, hein, pour le coup. Mais ça aurait pu être intéressant de développer le sujet de combien de chiffre d'affaires je dois avoir pour déléguer. Ouh. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. Eh ben, je te laisse répondre à cette question. Alors, moi, ce que j'aime dire, c'est que à partir de 40-50 000 euros de chiffre d'affaires, ça commence à être intéressant de déléguer. En dessous, c'est un peu juste. Je dis pas qu'on peut pas le faire. On peut faire des investissements dans son entreprise et se dire, bah, en fait, je prends, j'en sais rien, sur mes économies, sur ma trésorerie, etc., pour faire avancer mon business plus vite. Et c'est totalement OK. C'est vrai que, en revanche, si on ne veut pas taper dans les économies, à partir de 40-50 000 euros, c'est là où on commence vraiment à pouvoir déléguer sans être dans le rouge et sans être en difficulté, on va dire. Voilà. Et Donc j'aimerais ça, préciser par rapport à ça aussi que ça peut être aussi Oui. une question de statut. Oui. L'année dernière, j'étais en micro-entreprise, ce qui ne m'empêchait pas de déléguer en prestataire et aussi alternante. Et en fait, c'était une vraie tannée parce que c'est pas un statut qui permet de déléguer, d'investir, de financer, en fait, d'avoir des dépenses. Parce qu'en fait, sur le chiffre d'affaires qu'on déclare à l'URSSAF, c'est le chiffre d'affaires total de l'argent qu'on n'a déjà plus. Et du coup, c'est là où, moi, en tout cas, ça m'a mise en difficulté fin d'année dernière parce que j'avais eu des bonnes grosses dépenses, mais un bon chiffre d'affaires, mais beaucoup trop de charges. Et oui, c'est hyper intéressant que tu précises ça. Ça complète complètement ce que je dis, parce que c'est vrai qu'à partir de 40-50 000 euros de chiffre d'affaires en micro, c'est là où on va commencer gentiment à se questionner sur le passage en société. Donc, je trouve très bien de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire de tester le modèle en tant que micro-entrepreneur sur la délégation. On perd de l'argent techniquement, mais voilà, c'est pas grave, c'est quelques mois, c'est des phases de test, etc. Et en effet, oui, quand vraiment on commence à développer, qu'on dépasse les 50, 70, 80 et peut-être même 100 000 euros de chiffre d'affaires, là, c'est évident, oui, qu'il faut passer sur un autre système un statut en tout cas d'entreprise. Ouais. Complètement. Voilà. Merci d'avoir précisé tout ça. C'est vrai qu'on n'avait pas apporté les questions chiffre d'affaires. Oui. J'en avais pourtant les questions argent, mais tout était tellement intéressant que voilà, j'arrivais pas à... Et en fait, niveau bise, chiffre d'affaires, on est comment? Donc c'est parfait de terminer avec ça. Parfait. Non, mais on pourrait faire un podcast de 3 heures. Hein, donc, Oui, ou alors on refait une émission de podcast et on fait un focus argent. Et avec Lucas. Et avec Lucas, oui, d'ailleurs, en effet, si tu veux faire un focus argent, il sera bien mieux placé que moi pour papoter avec toi. Eh bien, on fera un focus argent. Voilà. Merci pour cet épisode aussi fort en valeur, je vais dire fort en chocolat. Pas vraiment, fort en valeur, en info. C'était absolument génial. Merci. Mais écoute, un grand merci à toi. Ce fut un grand plaisir. Ça manquait un peu de chocolat. Mais on peut pas manger du chocolat et enregistrer un podcast. Ça ne fonctionne pas. Non, c'est compliqué. Mais un grand merci pour l'invitation. C'était vraiment chouette de venir papoter de recrutement, de délégation, de problématiques d'entrepreneurs. C'est toujours un plaisir pour moi. Et j'espère qu'on a rendu ce sujet qui peut faire peur comme quelque chose d'assez agréable à écouter et pas si compliqué au final si on s'y prend bien, si on est bien accompagné et qu'on réfléchit vraiment correctement au sujet. Voilà, c'est le moment pour les entrepreneurs de mettre leur casquette vraiment de dirigeant.
C'est pas toujours confortable, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC pour ça. Voilà. Donc, allez-y, petit à petit, ça va le faire. Merci Sonia, et puis à très bientôt. Salut, bye à bientôt. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!